Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la série de cours sur la programmation orientée objet en langage C++. Ce cours s'adresse principalement aux étudiants en génie électrique ou en informatique qui débutent avec la programmation. Il peut constituer à la fois une initiation au langage C, mais aussi une initiation à la programmation orientée objet C++. Donc il s'adresse à la fois aux personnes qui connaissent déjà le langage C et qui souhaitent passer au langage C++, aussi bien aux autres personnes qui ne connaissent pas le langage C et qui apprendront par la même occasion essentiellement les deux langages, donc le C et le C++. On va commencer par une introduction. Qu'est-ce que le langage C? Qu'est-ce que le langage C++, pardon? Donc le langage C++ est une extension du langage C. Le langage C, c'est un langage qui a été développé par Dennis Ritchie. C'est un informaticien très connu qui travaille au Bell Laboratories aux États-Unis. Donc, Dennis Ritchie avec Ken Thompson ont développé le système d'exploitation Unix, qui est bien connu. Donc, c'est les stations de travail Sun, c'est les systèmes d'exploitation en réseau. Donc, Thomson, en fait, a développé un langage avant le langage C, qui est le langage B. Mais Dennis Ritchie a considéré que ce langage, le langage B, était trop limité, insuffisant donc pour écrire le système d'exploitation Unix. Par conséquent, il a développé le langage C. Le langage C, comme on va le voir, est un langage très intéressant, car il permet à la fois de faire de la programmation générique, de la programmation qui permet d'écrire dans un langage évolué, mais il permet aussi de manipuler le niveau bas, donc de faire par exemple des manipulations de bits sur les registres, de faire des opérations d'entrée-sortie sur les périphériques. Donc c'est un langage qui est très proche, qui permet au fait de faire des choses que le langage assembleur, le langage machine, fait aussi. Donc il combine à la fois les deux avantages. C'est pour ça qu'il est très utile pour développer un système d'exploitation. Donc par conséquent, le langage C a été utilisé par Dennis Ritchie et Ken Thompson pour écrire Unix. Donc ces deux chercheurs, donc Dennis Ritchie et Brian Kernighan, ont écrit un livre bien connu, The C Programming Language, qui résume un peu la philosophie du langage C. Par la suite, donc un autre chercheur, un Danois, Brian Stroustrup, a intégré les Bell Laboratories et il a voulu en fait rajouter certaines fonctionnalités à Unix, notamment pour faire du calcul distribué. Le calcul distribué, en fait, c'est l'exploitation d'une puissance de calcul en réseau pour faire un calcul. Donc pour ça, il a aussi, lui, trouvé qu'il fallait rajouter certaines fonctionnalités au langage C. Donc le langage C++ a été construit à partir du langage C. Le C, c'est la base, c'est le socle sur lequel s'est construit le langage C++. Par conséquent, ce n'est pas un nouveau langage, comme le passage du langage B au langage C. On parle on parle tout simplement de C++ pour dire que le C++ est une version incrémentée ou améliorée du langage C. Un autre avantage du langage C++, c'est que, comme on va le voir, c'est un langage multiparadigme. Donc un paradigme de programmation est une technique de programmation. C'est quelque chose qui vous permet de résoudre un problème d'une certaine façon, ou qui vous oblige à utiliser une certaine façon de programmer pour résoudre un problème. Par exemple, en programmation procédurale, tout est considéré comme une fonction. Vous ne pouvez pas définir quelque chose en dehors d'une procédure. Donc vous divisez votre problème en une série de procédures pour le résoudre. Java, par exemple, est un langage pur objet. Vous ne pouvez pas définir une fonction à l'extérieur d'une classe, ainsi de suite. Donc le C++ possède essentiellement trois paradigmes, celui de la programmation générique, de la programmation procédurale et de la programmation orientée
objet. Pour revenir à l'historique, en 72, Ritchie créa le langage C, comme on l'a dit, pour développer le système d'exploitation générique Unix. En 80, Björn Stroustrup créa le langage C, le C++, il ne l'appela pas tout de suite C++, il l'a d'abord appelé C avec classe. C'est un autre informaticien, Rick Massity, qui a donné le nom C++ à ce langage. Après, donc, plusieurs entreprises ont repris le langage que Stroustrup a développé, l'a utilisé pour plusieurs applications, a également créé des bibliothèques. Donc comme ça, il y aura ça se passe toujours comme ça quand il y a une nouvelle technologie ou un nouveau langage ou un nouveau outil logiciel. Donc après, pour unifier les efforts et standardiser, on a eu besoin de faire une normalisation. Donc il y a eu un standard ISO, le premier qui est sorti en 98. C'est le ISO IEC 14882. On va voir maintenant de quoi s'est inspiré Stroustrup pour créer le langage C++. Bien sûr, il s'est basé essentiellement sur le langage C. Comme on va le voir, la syntaxe du langage C++ est exactement la même que celle du langage C. Et d'autres langages reprennent la syntaxe du C++, comme Java, C#, etc. Simula 67, au fait, c'est l'un des premiers langages orientés objet. C'est à partir de là que sont nées les notions de classe dérivée, de fonctions virtuelles. Stroustrup s'est inspiré de Simula et a implémenté tous ces concepts de la programmation orientée objet avec le C++. Donc l'aspect orienté objet de C++ vient essentiellement du langage Simula. Par contre, pourquoi ne pas avoir utilisé Simula directement? Simula, en fait, était trop lent par rapport au langage C. Le langage C, c'est un des langages les plus rapides qui existent jusqu'à présent. Si vous écrivez un programme, le temps d'exécution et l'espace mémoire qu'il occupe sera l'un des plus optimaux. Vous pouvez voir des comparaisons sur Internet concernant ces aspects. Donc en fait, cette lenteur de Simula 67 est due à un problème d'implémentation du compilateur. Le compilateur, en fait, c'est le programme qui traduit c'est un programme qui traduit le programme écrit en langage source ou en code source en un programme écrit en langage machine, langage binaire 0 et de 1. Alors BCPL, c'est un autre langage, mais il était de trop bas niveau. Donc là, c'est pour l'aspect qui est proche de l'assembleur, qui a été utilisé pour le C, et le C++ bien sûr a repris ces aspects. Alors pour Algol 68, c'est les notions de surcharge d'opérateurs et de libre emplacement des opérateurs qui a été utilisé. Donc ça rend en fait la syntaxe plus simple, plus facile. Ada, en fait, c'est un langage qui a été utilisé pour la programmation en temps réel. C'est l'un des premiers langages de temps réel. C++ a repris les notions de template, les classes génériques, mais aussi donc la technique de traitement des exceptions. Une exception, en fait, c'est une trappe à partir, ou une issue de secours, si vous voulez, à partir de laquelle on sort si votre programme se termine de façon imprévue. Donc surtout dans les applications qui utilisent des microcontrôleurs, des automates, on prévoit toujours une exception. Donc si le programme se termine de façon anormale, on exécute l'exception pour sortir de ce programme. Également pour le concept de module paramétré, ils ont été inspirés par CLU. Donc au fait, un module, c'est une unité de traitement dans un programme. On va maintenant voir la structure de base d'un programme en C++. Voici
un programme minimal en C++. En fait, quand vous utilisez une IDE, Integrated Development Environment, pour créer un programme ou un projet C++, il va vous proposer donc de créer lui-même un fichier source à partir duquel vous allez commencer à développer. Donc par exemple pour l'IDE CodeBlocks qu'on va utiliser pour ce cours, elle va vous proposer un premier programme qui a cette forme-là. Donc là j'ai numéroté les lignes et on va revenir au numéro de lignes quand ça sera nécessaire. Donc un programme, comme vous le savez, dans tout langage, c'est une suite de déclarations et d'instructions. Donc je déclare des variables, des constantes, des tableaux, des fonctions. Des instructions, ce sont des opérations qui traitent les données. Donc j'ai un ensemble de données et j'ai des instructions qui vont traiter ces données. Alors en C++, notre programme est inclus dans ce qu'on appelle la fonction principale. Donc principal en anglais veut dire main. Donc c'est la fonction qui commence à la ligne 5 et qui se termine à la ligne 9. Donc à la ligne 5, on voit int main avec deux parenthèses vides, puis une accolade ouvrante à la ligne 6, une accolade fermante à la ligne 9. Les instructions se trouvent entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Ce sont ces instructions qui vont être exécutées. int, c'est le type des entiers. Main, c'est le nom de la fonction. Et le contenu de la fonction est ici les lignes 7 et 8. Alors, la fonction main, on appelle ça le point d'entrée de notre programme. Comme on va le voir par la suite dans le chapitre consacré aux fonctions, on peut avoir plusieurs fonctions dans un programme, mais quand on exécute seulement la fonction main qui va faire appel aux autres fonctions. Dans la première ligne, on observe une ligne spéciale qui commence avec un dièse. Donc on peut appeler ça hashtag, sharp ou bien enfin il existe une autre appellation en français. Donc là on appelle ça une directive. Tout ce qui commence par un dièse s'appelle une directive. Une directive, au fait, c'est quelque chose qui ne va pas réellement s'exécuter tel quel. On doit d'abord le pré-traiter. Donc pour pré-traiter une directive, on fait appel au préprocesseur. Alors le préprocesseur n'a rien à voir avec un circuit électronique. Donc vous pouvez vous dire le processeur c'est un circuit électronique, un circuit intégré. Le préprocesseur c'est aussi un circuit intégré. Pas du tout. Le préprocesseur est un programme donc qui utilise des bibliothèques. Donc en anglais on parle de libraries et en français on parle de bibliothèques. Une bibliothèque c'est tout simplement un ensemble de fonctions, de classes ou de variables qui ont été déjà prédéfinies, pour certaines précompilées, donc prêtes à l'utilisation, et qui sont mises à la disposition du programmeur. Ici par exemple, on fait appel à la bibliothèque IOStream, Input-Output Stream, qui va permettre de faire des entrées et des sorties de flow, en d'autres termes, des lectures et des écritures. C'est ce qu'on fait à la ligne 7, cout. Donc cout c'est le flow de sortie qu'on a chaîné avec la chaîne de caractères Hello World et le endl qui veut tout simplement dire un saut de ligne. Là, on a demandé à notre programme de nous écrire le message suivant Hello World et de sauter une ligne. Donc ça a été possible grâce à l'utilisation de cout qui est un flow de sortie de la bibliothèque IOStream. La dernière ligne, return 0, va tout simplement nous renvoyer la valeur 0 si notre fonction s'exécute intégralement et arrive jusqu'à la fin. Là, on voit bien que la fonction main renvoie un entier et là, notre fonction renvoie bien un entier qui est 0. En fait, c'est un moyen qui nous permet de vérifier que notre fonction s'est exécutée correctement. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je vais faire une autre série de vidéos séparées consacrées à l'aspect pratique de la programmation. Donc, vous trouverez un lien pour cette vidéo dans la description de la vidéo actuelle où vous verrez comment créer un projet avec
l'IDE CodeBlocks, comment le compiler, comment l'exécuter, et on le fera spécifiquement pour le programme que je viens de présenter ici. Une dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la troisième ligne, Using Namespace STD. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle un espace de nom, namespace. En fait, un espace de nom, c'est comme un domaine. Dans ce domaine, vos fonctions ont des noms. Et il y a aussi des variables qui sont prédéfinies, des fonctions qui sont prédéfinies. Donc par exemple, si je n'avais pas utilisé le namespace std, là j'aurais été obligé d'écrire std 4 points, donc 4 points, 2 points en vertical, suivi de 2 points en vertical, cout, pour dire que j'utilise le cout de l'espace de nom std, car des fonctions peuvent avoir le même nom et appartenir à deux espaces de nom différents et être complètement différentes. Alors on va voir maintenant quelles sont les étapes qui nous permettent d'écrire et d'exécuter un programme en C++. Alors ici, on a essentiellement trois étapes. La première, c'est l'édition du programme. La seconde, c'est sa compilation. Et la troisième, c'est l'édition des liens. Donc une fois ces trois étapes terminées, on aura un programme qui est prêt à être exécuté. L'édition du programme, c'est tout simplement l'écriture de ce programme avec un éditeur. Un éditeur, c'est tout logiciel de traitement de texte ou logiciel d'écriture. Donc vous pouvez utiliser Word, Notepad, Notepad++, WordPad, tout ce que vous voulez pour écrire votre programme. Mais généralement, on utilise des IDE. Donc une IDE, c'est un environnement de développement intégré. I pour Integrated, D pour Development Environment. C'est un environnement qui vous permet d'écrire vos programmes, de les corriger, de les compiler, de les déboguer, donc vérifier où sont les erreurs au moment de l'exécution, et bien sûr de les exécuter. Donc le programme que vous allez écrire avec votre éditeur s'appelle un programme source. Donc on l'appelle également le source tout court. Et le fichier qui va le contenir sera le fichier source. Alors, bon, on va tout de même voir pour cette partie comment les choses se passent avec une vraie IDE. Donc on va passer à CodeBlocks. Voilà, ici j'utilise la version 17. Voilà notre IDE CodeBlock. Comme vous le voyez, c'est la version 17.12. Vous pouvez aller sur le site de CodeBlock et télécharger la dernière version. Je crois qu'ils sont à la version 20. On va créer un projet, le compiler et l'exécuter. Donc dans New, je vais créer un nouveau projet. New Project. Je vais donner un nom et un emplacement à ce projet. Donc dans le type de projet que je vais créer une console application. Bon, on va voir ce qu'est une console par la suite. On va donner l'emplacement. Donc par exemple sur le bureau. Donc on va l'appeler programme 1. Là, ça va être à la fois le nom de mon projet et le nom du dossier qui va contenir tous les fichiers du projet. Je laisse tout par défaut et j'appuie sur terminer. Voilà. Le programme m'a créé un fichier source qui s'appelle main.cpp, donc C++, qui contient le même programme qu'on vient de voir. Donc ça, c'est mon programme source ou mon code source. Et le fichier main.cpp, c'est le fichier source. Vous pouvez voir dans le dossier programme 1 mon fichier source main.cpp qui est ici.
Donc ça, c'est la première étape. C'est l'écriture de mon programme. Source. Alors, l'extension, dans notre cas, c'est .cpp et on aurait pu l'écrire avec n'importe quel éditeur. Le C++ est un langage évolué. Un langage évolué est un langage qui est proche du langage humain. Donc, quand je dis par exemple, si cette condition est vérifiée, alors faites ça. Je peux faire ça en C++, par exemple, avec une structure de contrôle. Contrairement, si vous voulez faire ça avec du langage machine, ça sera plus difficile. Bien sûr, votre processeur, votre machine ne comprend que le langage binaire, 0 et 1. L'assembleur est un langage qui est très proche de ce. C'est juste une forme de mnémonique pour écrire vos instructions de façon plus compréhensible que de les écrire en binaire. On a généralement deux catégories de langages, les langages compilés et les langages interprétés. Donc dans les langages compilés, qu'est-ce qui se passe? Votre programme source est traduit en intégralité en un programme binaire ou un programme machine. À ce moment-là, s'il y a une erreur n'importe où dans votre programme source, il ne se compilera pas et vous n'aurez pas votre programme exécutable, écrit en langage machine. L'autre catégorie, ce sont les langages. Bon, un exemple, le C, le C++ sont des langages compilés. Donc cette opération est réalisée par un programme, un outil qui s'appelle le compilateur. L'autre catégorie de langage, ce sont les langages interprétés. Donc dans un langage interprété, l'interpréteur traduit votre programme source ligne par ligne. Bon, l'avantage c'est que s'il y a une erreur au milieu de votre programme, ce qui vient avant pourra s'exécuter, ça sera la ligne où il y a une erreur qui ne pourra pas s'exécuter. C'est comme un interprète qui traduit une personne qui parle dans une langue étrangère. Donc à chaque fois que l'étranger dit une ou deux phrases, l'interprète les traduit. Donc il ne va pas attendre que le locuteur termine tout son discours pour l'interpréter, ce qui ne donnera pas l'occasion aux autres de le suivre. Donc le C++ est un langage compilé. L'opération de compilation va comporter les étapes suivantes. Donc la première étape, c'est le traitement par le préprocesseur. Le préprocesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va premièrement enlever toutes les directives. Il va chercher toutes les lignes qui commencent par un dièse et il va les remplacer par le contenu du fichier iostream.h. On appelle ça un fichier d'entête, un header en anglais. Donc en C, on rajoute l'extension .h, en C++, on ne le fait pas. La deuxième étape, c'est l'analyse syntaxique. En fait, le compilateur va construire ce qu'on appelle des unités syntaxiques. Il va par exemple isoler les mots-clés, les noms des variables. Tout ça, ce sont des unités syntaxiques. En d'autres termes, il va fragmenter votre programme en unités qu'on appelle des unités syntaxiques. Donc là, l'autre étape, c'est l'analyse lexicale. Il va vérifier le lexique. Donc, est-ce qu'on respecte le lexique du langage? Il va construire un arbre lexical. La troisième étape, c'est l'analyse sémantique. Donc, en fait, sémantique veut dire le sens. Est-ce que votre programme a du sens? Si vous faites, par exemple, une division par 0, ce ne sera pas une erreur syntaxique ou lexicale, mais ça sera une erreur sémantique. Vous ne pouvez pas diviser par 0. De même, si vous voulez calculer la racine d'un nombre négatif, etc. Donc, après ces trois étapes, le programme va vous générer un fichier ou voilà, un fichier qui s'appelle le fichier objet. Donc, ce fichier pourra faire l'objet d'optimisation de code. Donc, l'optimisation de code, c'est pour rendre votre programme plus court et plus rapide. Par exemple, si vous déclarez des variables que vous n'utilisez pas, l'optimiseur va les supprimer. Si vous répétez une chose deux fois, la même chose, il va la supprimer. Tout ce qui est inutile et redondant va être supprimé par l'optimiseur de code. Bien sûr, ce sera des choses syntaxiquement, lexicalement correctes, mais qui n'ont pas d'utilité. L'avant-dernière étape, c'est l'édition des liens.
En fait, dans votre programme, vous allez appeler d'autres fonctions qui existent dans des bibliothèques ou dans des fonctions que vous allez prédéfinir. L'éditeur de liens va remplacer ces appels par les adresses de ces fonctions afin de pouvoir se connecter à ces fonctions et de les exécuter. Une fois que vous aurez terminé toutes ces instructions, vous aurez un programme en langage machine, le programme machine. Quand vous cliquerez sur ce programme machine, il sera chargé en mémoire centrale. Et l'outil qui permet cette opération s'appelle le chargeur. Il aura aussi pour rôle de modifier les adresses dans votre programme, de ramener les adresses relatives à des adresses absolues par rapport à la mémoire centrale. Alors on va voir comment se fait l'opération de compilation. Voilà donc mon programme source. Pour compiler, j'appuie sur ce pignon build. Donc là, c'est des messages du compilateur. Donc vous voyez, il y a un fichier objet, comme je l'ai dit, moyenne.o qui a été créé. À la fin, on devrait obtenir un fichier .exe. Voilà, il nous dit que pas d'erreur, pas de warning. Un warning, c'est un avertissement. Par exemple, comme je l'ai dit, si vous déclarez une variable et que vous ne l'utilisez pas, vous aurez un avertissement. Si on regarde maintenant les fichiers qui ont été créés après cette étape de compilation, on va aller vers le dossier où on a mis notre... Donc vous voyez deux dossiers, un fichier obj qui va contenir le fichier objet, donc ça c'est avant l'édition de liens et l'optimisation, et un fichier exécutable, donc .exe. Donc si j'appuie sur ce fichier là, je vais exécuter mon programme. Alors je vais ramener l'invite de commande. Donc ça, ce que vous voyez en noir, ça s'appelle une console. Donc c'est en quelque sorte l'interpréteur de l'interface de l'interpréteur de commande, le shell des premiers langages de programmation. Après, on a développé des interfaces graphiques. Donc si j'écris le nom de mon projet, voilà, donc il va m'afficher Hello World. Donc tout s'est bien passé. Je peux faire aussi cette opération à partir de cette flèche verte Run pour exécuter mon programme. Donc Hello World. En plus de ça, là, l'IDE me dit Process Returned 0. Donc c'est bien cette ligne-là qui a été confirmée. Mon programme est arrivé jusqu'à la fin. Donc pas de souci, il n'y a pas d'erreur au moment de l'exécution. On va maintenant parler plus en détail des fichiers d'entête. Alors, un fichier d'entête, comme on l'a dit au début, c'est les fichiers qui sont inclus avec l'instruction dièse-include. Et cette instruction dièse-include apparaît au début de notre programme source. Donc, on appelle ça un croisillon, pour être précis en français. Donc, on peut l'appeler sharp, hashtag, comme vous voulez. Donc ils sont placés à la tête du programme et ils sont traités par le préprocesseur. Le préprocesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir le fichier qui a été indiqué avec la directive. Il va remplacer le contenu de ce fichier dans un programme qui sera cette fois-ci soumis au compilateur. On peut utiliser la directive dièse-include de trois façons. Soit en donnant un chemin absolu. Alors ici, au fait, cette partie-là, chemin absolu, est consacrée à la deuxième. Donc le chemin absolu, je donne tout le détail. Je donne exactement où est mon fichier. Donc des programmes files, etc. La deuxième façon, c'est en utilisant le répertoire courant. Donc si mon fichier d'entête est dans le répertoire courant, je vais juste donner le nom du fichier entre deux tirets. La troisième façon, qui est la plus commune, c'est en
utilisant un répertoire prédéfini. Donc le répertoire prédéfini, je le mets entre inférieur et supérieur. En fait, le compilateur connaît, ou le préprocesseur connaît des répertoires qui sont prédéfinis dans lesquels il va chercher ces fichiers d'entête. Le préprocesseur, comme on l'a dit, c'est un programme qui va traiter le fichier source avant de le soumettre au compilateur. Première chose, il va supprimer tous les commentaires. Les commentaires, on va les voir par la suite. Donc un commentaire, c'est quelque chose qu'on rajoute au programme, qui ne s'exécute pas, qui est là juste pour expliquer ce qu'on est en train de faire. On verra qu'il existe deux types de commentaires. La deuxième chose que prend en compte le préprocesseur, ce sont les directives qui commencent par dièse. Donc on a vu les dièse include, mais il existe beaucoup d'autres directives comme dièse define pour définir une constante, bon, ce qu'on appelle une constante, mais qui n'en est pas réellement une. Pour revenir aux commentaires, on a deux types de commentaires. Les commentaires libres. Les commentaires libres peuvent se prolonger sur plusieurs lignes. Ils commencent par un slash étoile et se terminent par une étoile slash. Voici un exemple. Voici où commence mon commentaire libre et voici où il se termine. On les appelle aussi des commentaires blocs puisqu'ils viennent en bloc. Là, en général, on les utilise à l'entête de notre programme pour expliquer ce que fait notre programme. L'autre type de commentaires, ce sont les commentaires de fin de ligne. Là, je dois mettre deux slash à la fin de ma ligne, généralement qui se termine par un point virgule, mais pas forcément. Donc après les deux slash, j'écris un commentaire et je ne dois pas dépasser la ligne actuelle. Si je reviens à la ligne, ce n'est plus un commentaire. Et je risque d'avoir une erreur au moment de la compilation. On va maintenant parler des variables. Une variable, c'est tout simplement un espace mémoire dans lequel on stocke des données. Ce qui caractérise une variable, c'est son nom, qu'on appelle l'identificateur de la variable. C'est le type. Le type en informatique est à rapprocher avec le concept d'ensemble en mathématiques. Donc en mathématiques, vous avez les ensembles des entiers, l'ensemble des flottants, etc. Plutôt l'ensemble des réels, etc. La différence entre les ensembles en informatique et en mathématiques, c'est que, bon, en informatique, on les appelle les types. Les types sont toujours des ensembles finis. On a un nombre fini d'éléments. En mathématiques, la majorité des ensembles qu'on utilise sont des ensembles infinis. Les entiers naturels, les réels, les complexes, etc. Donc, essentiellement, on verra trois types, le type des entiers, le type des flottants et le type caractère. Alors, votre variable sera stockée en mémoire sur une ou plusieurs cases mémoire et elle aura une adresse. Si vous avez par exemple une mémoire 8 bits, donc chaque case mémoire contiendra 8 bits et votre variable sera stockée sur 4 cases de 8 bits qui sont bien sûr consécutives. L'adresse de votre variable sera l'adresse de la première de ces cases mémoire. Donc cette variable sera stockée sur 32 octets, 4 fois 8 bits. Donc elle aura une taille, c'est 4 octets dans cet exemple. Et bien sûr, on va affecter une valeur à cette variable. Par exemple, si je dis int a égale à 2, la valeur de ma variable est égale à 2. L'identificateur, on indique que c'est le nom de la variable. Bon, les règles d'écriture des identificateurs sont pratiquement les mêmes pour tous les langages. On ne doit pas commencer par un chiffre, on ne doit pas utiliser de caractères accentués, on ne doit pas utiliser les mots réservés. Par exemple, if, else, for, c'est des mots que le compilateur connaît déjà au moment de l'analyse lexicale, syntaxique, pardon. Alors, bien sûr, il existe des langages où vous pouvez utiliser des caractères accentués comme Java, tout simplement parce que Java, au fait, utilise un autre système de codage, qui est le système Unicode, qui permet d'inclure plusieurs alphabets, plusieurs caractères. C++, par contre, utilise le système de codage ASCII, American Standard Code of Information Interchange, qui code les variables sur un octet, donc on est plus limité.
Donc 2 puissance 8 fois 256 possibilités. Attention, le C++, comme le C, est case sensitive, sensible à la case. Si vous déclarez une variable A minuscule et une autre variable A majuscule, ce sera deux variables différentes. Donc faites bien attention à ça. Voici un exemple où on déclare un ensemble de variables. La première variable est une variable entière, i égale à 2. La deuxième est un flottant, un nombre avec virgule. On a plusieurs façons de les écrire, soit avec virgule fixe ou virgule flottante. La quatrième variable est un double. Les flottants et les doubles sont des nombres avec virgule, sauf que la capacité d'un double est plus importante que celle d'un flottant. La dernière variable est un unsigned char. En fait, c'est une restriction du type char. Char, c'est le type des caractères. Et ici, je déclare une variable C et je l'initialise avec le caractère A majuscule. Dans tous ces cas, on a déclaré et initialisé notre variable en même temps. On aurait pu juste déclarer la variable et l'initialiser par la suite. On va voir les types essentiels qu'on rencontre en C++ ou en C. Tout d'abord, le type caractère. C'est un type où les variables sont codées sur un octet. Donc on peut aller de -127 à 127 si on a le type char, ou de 0 à 255 si on utilise le type unsigned char. Alors le deuxième type, c'est le type des entiers. Alors le type de base, c'est int, qui est codé sur 4 octets. Vous avez les limites en minimum et en maximum. Alors ici il y a un moins, bien sûr, qui n'apparaît pas. Short int, c'est un codage sur 2 octets, donc qui donne des valeurs minimales et maximales moins importantes. Unsigned short int, toujours sur 2 octets, sauf que je ne représente que des entiers positifs. Donc ça va être quasiment le double de la limite supérieure, ici -1, puisqu'il y a le 0. Alors pour int également, je prends des nombres positifs avec 4 octets, et là je vais aller de 0 au double de cette capacité. Alors long int, donc là au fait je vais avoir la taille de codage. Bon, en fait là il y a une erreur également, donc les limites avec un long int sont plus importantes et la taille est également plus importante. Alors c'est aussi le cas pour les... Donc là ce n'est pas la bonne taille en octets. Les flottes, donc on va juste voir leurs limites. Les doubles, vous voyez que la limite est plus importante et le long double encore plus important. Donc là ce n'est pas la bonne taille en octets. Retenez juste qu'un long double peut avoir une limite plus importante qu'un double, et qu'un double peut avoir une limite plus importante qu'un float. Et dans les trois cas, ce sont des nombres avec virgule. Le dernier type qu'on va évoquer, le type booléen, c'est un type qui contient uniquement deux valeurs, soit 0, soit 1. True, en fait, c'est une variable prédéfinie qui vaut 1, et false, c'est une variable prédéfinie qui vaut 0. Donc si vous écrivez true, c'est comme si vous avez écrit 0 et 1, pardon, et si vous écrivez false, c'est comme si vous avez écrit 0. Donc c'est un résultat binaire ou booléen. Les constantes, qu'est-ce qu'une constante? C'est quelque chose qu'on déclare et qu'on initialise au moment de sa déclaration et qu'on ne peut pas modifier par la suite. La différence entre une constante et une variable est que pour la constante, une fois déclarée, premièrement, vous devez l'initialiser. Deuxièmement, vous ne pouvez plus modifier sa valeur. Donc là, l'initialisation de la constante est une obligation au moment de sa déclaration. C'est aussi quelque chose qui a un emplacement mémoire avec un identificateur.
Alors, donc, la déclaration se fait avec le mot-clé const suivi du nom, du type, du nom de la variable. Par exemple, const int a égale à 2. J'ai déclaré une constante entière qui vaut 2. Il existe aussi des constantes, des fausses constantes, qui, pourquoi fausses? Parce qu'elles n'occupent pas d'espace en mémoire, qu'on peut déclarer avec la directive diasDefine. Donc si j'écris diasDefine pi 3, 14, 15, 9, que va faire le préprocesseur? Avant de compiler mon programme, dans tout mon programme source, il va chercher la chaîne de caractères pi. Où qu'il trouve p, i en majuscule, il va le remplacer par cette autre chaîne de caractères. En d'autres termes, le préprocesseur va tout simplement faire un traitement de chaîne de caractères. Il ne va faire aucune analyse syntaxique ou lexicale. Donc si vous faites une erreur, c'est au moment de la compilation qu'elle apparaîtra. Les opérateurs, ce sont des symboles qui vont lier entre deux opérandes ou plus, exceptionnellement pour l'opérateur ternaire qui prend 3 opérandes, ou même qui s'appliquent à une seule opérande et qui vont produire un nouveau résultat. Bon, on a une classification des opérateurs arithmétiques pour les opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division. Alors ici, vous avez un dernier opérateur, c'est l'opérateur modulo. C'est un opérateur qui s'applique aux entiers et qui donne pour résultat le reste de la division entière. Par exemple, si j'écris 5 modulo 2, il va me renvoyer le résultat 1. Puisque si je divise 5 par 2, j'aurai 2 comme résultat et 1 comme reste. C'est le reste de la division entière ou de la division euclidienne. La deuxième catégorie d'opérateurs, ce sont les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison vont relier entre deux opérandes et nous donner un résultat binaire, soit vrai, soit faux. Donc pour l'opérateur égal, attention, on met 2 fois égal. Donc distinguer l'opérateur 2 fois égal, qui est l'opérateur de comparaison, d'égalité, avec l'opérateur d'affectation. Ici, par exemple, quand j'ai écrit i égale à 2, j'ai mis la valeur 2 dans la variable i. J'ai affecté la variable 2, la valeur 2, pardon, à la variable i. En langage algorithmique, on met une flèche. Donc j'écris 2, puis je mets une flèche vers i, pour dire que je stocke la valeur 2 dans la variable i. Et quand je fais une comparaison en langage algorithmique, je mets directement un égal. Mais en C, pour comparer si deux valeurs sont égales, on met le 2 fois égal pour l'opérateur de comparaison. Donc, l'opérateur de comparaison 2 fois égal va nous renvoyer un résultat vrai si l'expression de gauche est égale à l'expression de droite, et un résultat faux, ou 0 ou false, dans le cas contraire. Différent, ça sera l'inverse. Si les deux expressions sont différentes, ça nous donnera un 1. Si elles sont identiques, ça nous donnera un 0. Pareil, ça a le même sens mathématique pour strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal. On a également des opérateurs logiques. L'opérateur et, l'opérateur ou, l'opérateur non. Les opérateurs logiques vont traiter les opérandes comme des variables logiques, des variables booléennes. Donc si l'expression de gauche ne comporte ne serait-ce qu'un 1 logique, dans son codage binaire, ça sera un 1. Et elle vaudra 0 tout simplement si elle est égale à 0 ou à false. Et dans ce cas-là, elle comportera uniquement des 0 dans toute sa représentation binaire. Donc le et, le ou et le non, c'est la même signification que dans le cas logique. Donc par exemple le et, il est vrai uniquement si les deux opérandes sont vraies. Le ou, il est faux uniquement si les deux opérandes sont fausses. Et le non va nous donner l'inverse. 1 si l'opérande est égale à 0 et 0 si l'opérande est égale à 1.
Là, on va avoir des opérateurs unaires. Donc, ce sont des opérateurs qui s'appliquent à une seule opérande. On va parler des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Incrémenter veut dire rajouter 1. Si x, par exemple, vaut 2 et que j'incrémente x, je rajoute un a à x. À ce moment-là, x va valoir 3. Donc, incrémenter, c'est rajouter 1, généralement pour une variable entière. Et décrémenter, c'est soustraire 1. Donc là, on met 2 fois plus ou 2 fois moins. C'est équivalent au fait d'écrire que x est égal à x plus 1. Ou x égale à x moins 1 dans le cas de la décrémentation. Alors, l'opérateur d'incrémentation et de décrémentation peut être préfixé ou bien postfixé. Préfixé, si je place l'opérateur plus plus avant la variable. Postfixé, si je place l'opérateur plus plus après la variable. Ici, l'opérateur est postfixé et ici, il est préfixé. Donc, on va voir la différence. Ce n'est pas exactement la même chose. Je vais déclarer deux variables, x égale à 0, x égale à 1, pardon, y égale à 0. Je vais écrire que y est égal à x plus plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Il y a deux opérations dans cette écriture. Tout d'abord, l'affectation. Je mets x dans y, puis l'incrémentation. Là, on peut se poser la question, est-ce que je vais d'abord incrémenter x, puis mettre la valeur de x dans y, ou bien mettre la valeur de x dans y, puis incrémenter? Là, d'après l'ordre des opérations, l'opérateur est postfixé. Donc, il vient après le x. Donc, je vais d'abord mettre x dans y, puis je vais incrémenter x. X, il vaut 1. Si je mets x dans y va valoir 1. Par la suite, j'incrémente x va valoir 2. Alors, je ramène mon x à 1 pour revenir à ma condition initiale. Maintenant, j'écris y égale plus plus x. Là, l'opérateur d'incrémentation est préfixé. Il est placé avant l'opérande. À ce moment-là, on va d'abord incrémenter x, puis mettre x dans y. Donc, x vaut 1. J'incrémente d'abord x va valoir 2. Et puis, je mets x dans y et y va valoir 2. Dans les deux cas, vous voyez que à la fin, x vaut toujours 2, mais que dans le premier cas, y vaut 1, puisqu'on lui a affecté la valeur avant l'incrémentation. Dans le deuxième cas, il vaut 2, puisqu'on lui a affecté la valeur avant, plutôt, on a fait l'incrémentation avant d'affecter la valeur. On a aussi des opérateurs binaires. Alors, la différence entre les opérateurs binaires et les opérateurs logiques est que les opérateurs binaires s'appliquent aux bits. Si vous avez une variable a, de type caractère par exemple, elle va être codée sur un octet. Ce codage va comporter des 0 et des 1 binaires. La même chose, vous avez une variable b de type char codée sur un octet. Si vous faites le et binaire entre a et b, vous ferez un et binaire, un et logique entre chaque bit des deux variables. Donc vous prenez le bit le moins significatif de a et vous faites un et avec le bit le moins significatif de b. S'ils valent tous les deux par exemple 1, le résultat sera 1. Sinon, ça sera un 0. Vous revenez au bit suivant, au bit numéro 2. Vous prenez le bit numéro 2 de A, vous lui faites un et binaire avec le bit numéro 2 de B. Ainsi de suite. Et c'est la même chose avec les autres opérateurs binaires. Le ou exclusif. Le complément 1, c'est un opérateur unaire qui s'applique à une variable et qui calcule le complément 1. Donc ça, je vous renvoie à vos cours de logique combinatoire ou de système de codage. On peut aussi décaler de n bits à gauche ou à droite. Donc on met l'opérande et on précise le nombre de bits par lequel on décale. D'autres opérateurs. Donc là, en fait, c'est des opérateurs qui permettent d'alléger l'écriture. Au lieu d'écrire x égale à x plus y, de répéter x deux fois, je vais tout simplement écrire x plus égale y. Cette
écriture-là est équivalente à celle-ci. Donc je gagne un caractère. C'est valable pour les autres opérations arithmétiques. L'addition, la multiplication, la division et le modulo. On a un dernier opérateur qui est un opérateur ternaire, un opérateur qui admet 3 opérandes. En fait, cet opérateur-là, on va voir par la suite les structures de contrôle, fait un test avant d'appliquer l'une ou l'autre des conditions, ou plutôt des possibilités. Donc on va utiliser 2 symboles, le point d'interrogation et les 2 points. Donc vous avez le premier opérand qui est une condition, donc je mets une condition, comme ici, est-ce que Z, donc pardon, est-ce que A est supérieur à B, donc voilà ma condition. Donc en fait l'opérateur ternaire commence ici, donc à partir de la parenthèse jusqu'au B. Z égale le résultat de l'opérateur ternaire. Donc là, c'est ma condition. Est-ce que A est supérieur à B? Donc après, je place mon point d'interrogation et je place la deuxième opérande. Donc en fait, si ce test est vrai, si ce test est vérifié, s'il renvoie un logique, je prends la deuxième opérande. Si ce test est faux, je prends la troisième opérande. En d'autres termes, je fais ce test. Est-ce que A est supérieur à B? Si c'est vrai, alors Z est égal à A. Si c'est faux, Z est égal à B. Donc c'est équivalent à ça. Si A est supérieur à B, Z est égal à A. Sinon, Z est égal à B. Donc cette instruction-là remplace ce bloc d'instructions. Donc c'est comme pour l'exemple précédent, pour abréger et alléger l'écriture. Bon, il est très rarement utilisé, donc, mais il est intéressant de connaître son fonctionnement. On termine par les entrées-sorties. En fait, en C++, vous pouvez aussi utiliser les bibliothèques du langage C pour lire et écrire des variables, soit à partir de périphériques externes, comme le clavier, un fichier, ou bien sur des périphériques de sortie, l'écran, un fichier, ou bien un autre périphérique. Donc c'est les fonctions printf et scanf de la bibliothèque stdio.h du langage C, Standard Input Output, de la bibliothèque standard. Mais le C++ offre un autre mécanisme qui sont les flows. On va voir en détail les flows dans le chapitre qui sera consacré aux entrées-sorties. Donc Cin, c'est le flow d'entrée, input, et Cout, c'est le flow de sortie. On va juste voir un exemple sur l'utilisation de ces flows sans rentrer dans le détail. Bon, grosso modo, on peut voir un flow comme un canal de transmission de données. Un flow, donc c'est comme un fleuve où il y a un flot d'eau. Là, c'est un canal qui véhicule des données, des informations. Donc le Cin, c'est le flow d'entrée. Donc quand je parle d'entrée, c'est toujours par rapport au programme. Donc il y a des entrées qui viennent de l'extérieur, qui rentrent vers notre programme. Donc elles vont venir forcément d'un périphérique externe. Ça peut être le clavier, ça peut être un fichier, ça peut être une table traçante, etc. Avec Cin, on peut lire des valeurs numériques, des caractères ou des chaînes de caractères. Voici sa syntaxe d'utilisation, Cin, puis le nom de la variable, et là, c'est le chaînage de notre opérateur. Donc, pour vous rappeler du sens des flèches, rappelez-vous que la variable la valeur vient de l'extérieur pour aller vers la variable. Voici un exemple. J'ai déclaré 2 variables entières i et j, un flottant z, un caractère a et un tableau de caractères ou une chaîne de caractères qui s'appelle nom. Ici, je vais écrire Cin, i, j, z, a, nom. J'ai chaîné. Je vais lire à la fois 2 entiers, un flottant, un caractère et une chaîne de caractères. En fait, à chaque fois que je donne une valeur, j'appuie sur la touche entrée. Donc je vais donner la valeur du premier entier, par exemple 1, entrée, 3 pour J, entrée, 2,4 pour Z, entrée, grand Z majuscule pour S, entrée, et puis j'écris le nom, par exemple C++ et je fais entrée. Là, j'aurai lu
à la fois toutes ces variables d'un seul coup. On appelle ça le chaînage de l'opérateur. Pour le flow de sortie, il permet, comme pour le flow d'entrée, d'afficher le contenu des variables, mais aussi des messages. Là, par exemple, on a mis entre deux tirets le message bonjour. Là, au fait, dès que vous voyez ce symbole sur les slides de ce cours, ça fera référence à un espace vide. Là également, j'ai déclaré deux variables i et j. J'ai affiché i plus j égale à z. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des caractères non imprimables, comme le caractère de saut de ligne, anti/n, ou de tabulation. La tabulation, donc, c'est pour laisser un espace entre deux caractères. Donc voilà pour ce cours d'éléments génériques. Là, le but en fait, c'était de vous donner un aperçu général sur le langage C++, d'avoir les bases essentielles pour commencer à écrire un premier programme. Dans le cours suivant, on va parler des structures de contrôle, des boucles. C'est un cours très important. Donc je vous invite à vous inscrire si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.